Bon matin, content d'être là. Ça fait longtemps que j'ai pas partagé une petite conférence création à l'église. C'était en 2022 le dernier coup. Fait que, ça fait un petit bout. Puis là, j'ai un sujet milliers ou milliards, l'âge de la Terre. Et dans bien des églises aujourd'hui, c'est un sujet qui serait mis de côté puis qu'on n'aurait pas le droit de parler parce qu'on veut pas qu'il y ait de controverses. Puis j'en suis un de ceux qui n'aiment pas les controverses. Je déteste ça. Puis aussi, on va dire que c'est un sujet qui est secondaire. Ça n'a pas rapport au salut, puis c'est vrai. Quand on va arriver au ciel, Dieu n'aura pas un questionnaire, puis la première question, quel âge avait la Terre, plus ou moins 100 ans? C'est pas comme ça qu'on va... c'est pas comme ça qu'on accède à la présence de Dieu, c'est au travers de son Fils Jésus. On l'a vu dans les chants, on l'a chanté aujourd'hui, on l'a vu dans la petite parole de Jacob, puis qui a combattu l'Éternel. Oui, c'est vrai, mais par contre, la question de milliards ou milliers, c'est pas une question d'âge, c'est une question d'autorité biblique. Puis ça, c'est tellement important parce que toute notre foi s'appuie sur la parole de Dieu. Puis si on peut commencer à prendre la parole de Dieu puis en découper des bouts puis dire ça, c'est pas vrai ou ça, il faut l'interpréter d'une autre manière, puis on commence à... mais quelle foi qu'on peut mettre dans qu'est-ce qui est écrit? Hein? Mais par contre, si qu'est-ce que c'est écrit, c'est ce que ça dit, on peut mettre notre foi là-dedans, puis on peut avancer. Puis là, quand ça parle que Jésus est né d'une vierge ou qu'il est mort puis il a ressuscité, mais on peut mettre notre foi là-dedans, même si ça nous paraît incroyable, parce qu'on a confiance que Dieu nous a laissé sa parole. Fait que c'est pour ça que je veux parler de ça aujourd'hui. Puis je vais commencer par l'argument qui, pour moi, est le plus convaincant. Pourquoi la Terre, elle est plus récente, la Terre a quelques milliers d'années et non pas des milliards d'années, comme on entend parler. Puis cet argument-là, ben c'est la parole même. Fait que je vais changer un petit peu mon approche. Pendant des années, j'ai présenté ce sujet-là en tout de suite sautant sur des faits scientifiques, puis en montrant des faits, puis des évidences, puis des choses. Mais ça reste des interprétations du passé, des choses qu'on n'était pas là pour vérifier puis pour voir. Puis le seul témoin de ce qui s'est passé, qui était là, le témoin oculaire, c'est Dieu qui nous a laissé dans sa parole qu'est-ce qui est écrit. Puis moi, pourquoi je crois que la Terre, elle est jeune? C'est parce que je crois ce que la parole de Dieu dit. Fait que je vais commencer par ça. Puis après ça, on va avoir, pour ceux qui aiment la science, il va y avoir une partie aussi, parce qu'on va regarder du point de vue scientifique, qu'est-ce que la Bible, ce que la Bible dit peut faire aussi du sens du point de vue scientifique. On va voir les deux. Quand on commence, on voit les 6 jours de création dans la Genèse. Le premier jour, Dieu sépare la lumière des ténèbres, hein, puis il appelle ça un jour. Il a dit, ainsi il y eut un soir, un matin, ce fut le premier jour dans Genèse 1,5. Le deuxième jour, là, on voit l'étendue des eaux, puis après ça, l'étendue, le ciel qui est créé. Hein, et ainsi il y eut lieu un soir, un matin, ce fut le second jour. Le troisième jour, Dieu a créé la terre. Il a amassé le sec dans un endroit. Là, le sec est apparu, c'est la terre. Puis là, il a mis les semences sur la terre, les arbres, les fleurs. Tout a poussé, la végétation. La terre, elle était déjà pleine puis verdoyante. Et il a dit, ce fut le soir. Il y a eu un soir, un matin, ce fut le troisième jour. Après ça, on a eu un quatrième jour où ce que Dieu a mis dans le ciel, le soleil, la lune, les étoiles, puis il a dit, ça va être pour marquer les temps, les époques, les âges. Puis là, il a dit, voici, ça va être le quatrième jour. Le cinquième jour, Dieu a rempli les océans de poissons, de mammifères marins, de reptiles qui sont dans l'eau. Il a rempli le ciel de tout ce qui vole, hein, des oiseaux, il y a des mammifères qui volent comme la chauve-souris, il y a des reptiles volants, qu'on ne voit plus aujourd'hui, mais les ptérodactyles, puis les gros dinosaures volants. Il a rempli le ciel et les eaux. Et le sixième jour, il a dit, il y a eu un soir, un matin, c'est puis le cinquième jour. Le sixième jour, là, le Seigneur il a rempli la terre d'animaux terrestres. Hein, le bétail, les reptiles, les mammifères, les insectes, tout a été rempli ce jour-là. Il a créé aussi l'homme et la femme. Il a dit un soir, un matin, ce fut le sixième jour. Quand on lit Genèse 1, c'est le portrait qu'on a. Et on voit le mot jour qui est employé plusieurs fois. Ce mot-là, le mot jour, il est souvent très controversé, même au niveau des milieux chrétiens, parce que ça détonne avec l'idée que la Terre est jeune. Là, on voit 6 jours pour créer toute chose. Ça ne concorde pas avec ce qu'on entend, parce que les choses ont évolué sur une longue période de temps, puis des milliards d'années. Fait que les gens vont essayer de donner une autre définition ou une autre signification au mot jour. Puis effectivement, le mot jour dans la Bible, c'est le mot yom. Il peut avoir différentes significations.
Hein? Le jour, ça peut être un jour de 24 heures. Ou une journée, ça peut être la portion ensoleillée du jour. Hein? On marche le jour, hein, avec la colonne de feu qui était là, de nuée le jour, puis là, il suivait le jour, la partie ensoleillée. Ou ça peut être la période d'une action. Dans la Bible, on voit le jour de l'Éternel. C'est une période de temps. On n'a pas le début et la fin exactement, mais on voit la période de temps. Ça peut être une époque aussi, hein, dans ce temps-là, dans ces jours-là, qui est employé. Fait que le mot « jour », il peut avoir différentes significations. Et maintenant, si on pense à la Genèse, les mots qu'on vient de voir, le mot qui était là, si on prend le contexte va toujours nous donner la signification de ces mots-là. Le mot « yom », le mot « jour », quand il est employé avec un nombre, avec un chiffre avec lui, ça arrive 359 fois dans la Bible, si on exclut Genèse 1. Fait qu'on enlève Genèse 1 parce qu'on voyait que le mot « jour » apparaissait souvent. On exclut ça 359 fois, le mot « jour » avec un nombre, puis on l'interprète toujours comme une journée normale de 24 heures, quand il est accompagné d'un nombre. Maintenant, s'il est accompagné du mot « soir » et « matin », pourquoi on commence le soir puis le matin? Les Juifs, c'est comme ça qu'ils parlent. Hein? Leur journée, c'est le soir, après ça, le matin. Nous, on a inversé ça avec le temps. Mais quand on parle du soir et du matin, ça apparaît 19 fois dans la Genèse, si on exclut Genèse 1, puis ça veut toujours dire une journée normale de 24 heures. Maintenant, si je prends Genèse 1, est-ce que c'est caché, un sens caché du mot jour, quand on voit le premier jour, il y a eu un soir, un matin, ce fut le premier jour. Le deuxième, il y a eu un soir, un matin, ce fut le deuxième. Après ça, il y a eu un soir, un matin, le troisième. Est-ce que ça a un sens différent qu'un jour de 24 heures? Je crois que non. Hein? Le jour qui est là, c'est vraiment une journée de 24 heures. Donc, la Genèse 1 semble présenter des journées complètes de 24 heures. Ça a été repris par Dieu lui-même quand il a donné les commandements à Moïse. C'est Dieu qui avait écrit sur les tables de pierre avec sa main, puis les avait remis à Moïse. Puis un de ces commandements-là, c'était « Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre et tout ce qui est contenu. Il se reposait le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. » Fait que Dieu il a dit à Moïse « Voici, j'ai créé tout ce que tu vois là en 6 jours, puis je me suis reposé le 7e jour. » Mais encore une fois, Dieu, il ne parle pas de longue période ou de période indéterminée. Il parle de sa création déterminée en 6 jours. On voit ça dans la parole même là. Si on continue, pourquoi on peut penser que la Terre est jeune? On voit les généalogies. Hein? Dieu a créé, le 6e jour, il a placé l'homme et la femme. Puis là, il a commencé un timer. Puis on voit les différentes généalogies de 1 à 5. On voit les généalogies jusqu'à Noé, hein? Les hommes avant le déluge. On voit qu'il vivait très longtemps. Puis on voit l'âge du père quand il a enfanté le fils, puis l'âge qu'il est mort ensuite. Puis ensuite, Genèse 11, on voit de Noé jusqu'à Abraham, encore une fois avec les différents âges. Fait qu'on a la généalogie qui nous a été laissée. Ces généalogies-là sont reprises par Matthieu puis par Luc pour parler des généalogies jusqu'à Jésus-Christ. Fait qu'on a les généalogies jusqu'à 2024 ans. Parce que notre calendrier aujourd'hui, c'est basé sur Jésus. Puis pourquoi Matthieu et Luc, on voit la généalogie du côté de Joseph, puis la généalogie du côté de Marie. Puis Luc lui-même, il remonte sa généalogie jusqu'à Adam. Adam, il l'appelle fils de, tu savent, fils de Dieu. Ouais. Fait qu'il avait été créé par Dieu. Puis on voit la généalogie jusqu'à Jésus. Puis là, aujourd'hui, on est 2024 ans plus tard parce que notre calendrier est basé sur les ères jusqu'à Jésus. Fait qu'on a encore un autre indice que la Bible nous laisse, que la Terre, elle est jeune. Ensuite, on a les paroles de Jésus. Il y a une discussion avec des groupes religieux, puis Jésus, il parle de mariage, puis là, Jésus, il parle, puis il leur répond, parce qu'eux, ils veulent justifier le divorce, puis là, pour ça, là, Jésus répond, « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? » Puis là, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, mais « N'avez-vous pas lu que le Créateur, » fait qu'il parle d'une création encore, pas le fruit d'un développement successif, de mutation dans le temps, mais le Créateur, au début, au commencement de la création, a fait l'homme et la femme. Fait que les paroles même de Jésus. Puis là, j'ai voulu le mettre un petit peu en graphique. Si aujourd'hui, on veut penser ou croire que
l'homme et la femme sont le processus d'une évolution lente sur des millions puis des milliards d'années même. Mais il faut changer le début de place. Hein. Là, dans ce cas-là, si on pense ça, on parle d'un Big Bang là, 13,8 milliards d'années. Fait que là, il n'y avait rien, puis là, le rien a explosé. C'est une explosion, c'est une manière visuelle de parler d'une expansion de la matière, le temps, l'espace se créer tout d'un coup. Puis là, les particules se sont rassemblées pour faire des galaxies, faire des planètes, faire le Soleil, puis tout ça. Sur beaucoup de temps, là, notre système solaire se serait formé. Il y aurait 4,5 milliards d'années, selon cette théorie-là. Puis l'homme serait arrivé sur la Terre il y a 200 000 ans. Fait que quand Jésus a dit « N'avez-vous pas lu qu'au commencement, le Créateur avait fait l'homme et la femme? » Mais en fait, il ne serait pas vraiment au commencement. Si on dit que le commencement, c'est 100%, puis là, on a une bonne note, mais Jésus aurait comme note 0,014%, parce que l'homme et la femme sont très, très loin du commencement. Hein? Fait que vous pouvez voir un petit peu l'image. Mais si on prend Genèse, comme elle le dit, littérale, les jours de création avec les généalogies d'une création récente, bien, on est aujourd'hui, 2024 ans après la naissance de Jésus-Christ. Il y aurait eu un déluge là, 4400 ans. La Terre aurait été créée il y a environ 6000 ans, si on suit les généalogies. Puis l'homme et la femme ont été placés sur la Terre au 6e jour de la création. Fait que quand Jésus dit le commencement, ça voudrait dire qu'il y aurait une note de 99,9997%. C'est beaucoup plus proche du commencement, hein, cette façon-là de voir les choses. Fait que si on prend même les paroles de Jésus, puis on dit Jésus, il ne ment pas, mais quand il a parlé que l'homme et la femme ont été mis là au commencement, mais ce n'est pas un processus évolutif sur des milliards et des millions d'années qui ont amené l'homme sur la terre, mais bien la création ou quand Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre, comme il est écrit. Un autre point qui est hyper important, c'est la notion de la mort. Selon la parole de Dieu, la notion de la mort, faut le voir de deux manières. Si on le voit avec des longues périodes de temps où ce que Dieu aurait utilisé l'évolution pour amener l'homme sur la terre, ou même Dieu n'existe pas, puis les choses se sont faites avec le temps, mais on voit le registre de fossiles, on voit la souffrance, la mort, la douleur, ce serait un processus normal. Puis aujourd'hui, si l'être humain serait là, c'est parce que l'être humain, c'était la survie du plus fort, puis il y a des bactéries qui ont muté, puis là, ils ont fait des reptiles, ils ont fait des mammifères, qui ont fait des primates, puis après ça, ils ont fait l'être humain, puis là, les primates les plus forts, ils ont éliminé les autres, puis eux, ils ont survécu. Fait que la mort, c'est une chaîne normale de choses qui arriveraient à l'aboutissement de l'homme. La mort, la souffrance, puis on a eux, ils regardent le registre fossile, puis ils disent, voyez, il y a des morts depuis toujours, puis là, l'homme apparaît plus tard. Quand on regarde même le registre fossile, on voit des cancers des os, on voit des os brisés qui ont ressoudé, on voit qu'il y a eu de la souffrance, hein, puis ça aurait été quelque chose de tout à fait normal. On pourrait même regarder des émissions de télé, puis tu vois le lion qui mange un bébé gazelle que la maman vient d'accoucher. Tu sais. Puis ça c'est pas cruel, c'est juste normal, c'est la chaîne de la vie, puis il faut le voir comme ça. Par contre, la Bible, c'est pas comme ça qu'elle présente la création, puis quand que Dieu a créé toute chose, il a créé, puis là, à la fin, quand il a fini de créer, il a dit « Dieu vit tout ce qu'il avait fait, voici, cela était très bon. » La mort n'était pas encore dans le portrait. Chaque jour de la création, Dieu finissait et disait « Voici, cela est bon, cela est bon. » Le 6e jour, quand il a créé, il a dit « Cela est très bon. » Quand Dieu dit quelque chose est bon, est-ce que c'est parfait? Selon vous autres. Hein? Quand Dieu a dit « Voici, cela est bon », c'était parfait. Puis là, ça ne veut pas dire que le premier jour, quand il a dit « C'est bon », hein, que c'était pas parfait. Là. C'est juste que c'était pas complet. Puis là, le 6e jour, quand il a mis l'homme et la femme, là, ça a été parfait et complet. Puis là, il s'est reposé le 7e jour. Fait que si on pense que la mort fait partie du processus normal que Dieu a amené les choses à la vie, je trouve que c'est entacher le caractère de Dieu. Puis Dieu avait créé chaque chose parfaite et bonne, et très bonne. La mort n'était pas dans le portrait. La mort, c'était plutôt la conséquence du péché. Puis là, on le voit. Plus tard, il avait donné à l'homme et à la femme une chose à respecter, de ne pas toucher à l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal. Puis l'homme et la femme ont désobéi. La conséquence de ça, c'était la mort. Puis Dieu les avait avertis, les avait avisés. La mort n'existait pas. C'était la conséquence de la désobéissance. Puis on voit dans Romains 5, 12, ça l'explique très bien. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. Et ainsi, la mort s'est étendue
sur tous les hommes parce que tous ont péché. Et la mort est apparue. Là, les gens vont dire, oui, mais ce verset-là, ça parle de la race humaine. Puis vous avez totalement raison. Ça parle de la race humaine. Mais le péché avait les conséquences du péché qui amenait avec ça. Puis on voit que ces conséquences-là ont touché toute la création. Au départ de la création, Genèse 1, verset 29-30, les animaux étaient végétariens. Fait qu'il n'y avait pas de lion qui mangeait la gazelle. Puis même, on voit dans Isaïe 11, un jour, Dieu rétablit toutes choses, puis on voit le loup avec la chèvre, le lion avec l'agneau. Hein? Tout est ensemble. Dieu va rétablir les choses comme c'était avant. Mais au départ, c'était comme ça. Il n'y avait pas de mort animale. Hein? Ensuite, Genèse 3, on voit, suite au péché, on voit la malédiction qui est tombée. La malédiction sur le serpent, il y a aussi la malédiction sur la nature en soi, la terre qui allait produire des épines, hein, des ronces, tout ça. On voit que la terre a été impactée par le péché. La terre tout était très bon, a subi l'effet du péché. Dans Romains 8, ça parle que la création au complet soupire, puis ils souffrent, hein, parce qu'ils ont été soumis à la mort, puis à tout ce qui vient avec à cause du péché de l'homme. Hein. Puis on voit, là, je ne l'ai pas mis là, mais on voit quand Jésus il parle du péché puis de la mort, c'est l'ennemi. Il parle dans Corinthiens, Paul parle de ça, en Corinthiens 15, comme l'ennemi qui est à vaincre. Puis Jésus, lui, quand dans Romains 6, ça dit qu'il est venu vaincre, qu'il est venu mourir pour vaincre le péché, cet ennemi-là. Hein, puis le péché comme aiguillon, qu'est-ce qui sert pour tuer? C'est la mort comme aiguillon, le péché, puis ça touche tout. Tout le monde a été tout inclus dans ce péché-là. Adam et Ève, la nature a été inclue, tout a été inclus là-dedans. Puis on voit plus tard que Dieu rétablit toutes choses. Puis même, là, on parle d'un ère millénaire où il va rétablir toutes choses, mais en plus, on voit un jour qu'il va y avoir même une nouvelle création, puis la mort, ça n'existera plus. Toutes larmes vont être séchées. Jésus il se présente dans Apocalypse 1, puis il dit, moi, j'ai les clés de la mort, puis du séjour des morts. Apocalypse 20, il prend la mort, puis le séjour des morts, puis il les lance dans l'étang de feu, il les élimine, ça n'existera plus. Puis là, il y a un nouveau ciel, une nouvelle terre. Mais il ne faut pas penser que quand il dit qu'il jette la mort, puis le séjour des morts dans l'étang de feu, puis là, il va falloir attendre 13,8 milliards d'années avant que le nouveau ciel et la nouvelle terre apparaissent. Personne n'a ça comme notion. Hein? On pense tout de suite que le Seigneur va nous donner cette terre-là, puis on va pouvoir en profiter avec lui immédiatement après, quand toutes les choses vont sceller. Fait que ça, c'est un point hyper important. Puis aujourd'hui, si on voit la mort, puis dans le registre fossile, la maladie, puis les douleurs, puis la souffrance, qu'est-ce qui l'explique le mieux? Selon la parole de Dieu, c'est le déluge. Il y a eu un déluge universel un jour. Dieu avait vu le cœur des gens, puis leur cœur se tournait tout le temps uniquement vers le mal. Puis il a dit, je vais détruire la terre. Puis il a sauvé Noé et sa famille. Puis c'était un cataclysme mondial, ce déluge-là, qui a créé ces couches superposées qui se sont déposées rapidement suite à ce cataclysme-là, puis où on voit les fossiles dans un ordre d'habitat, pas un ordre d'évolution, mais plutôt un ordre d'habitat. Les organismes marins, dans le fond, qui ont été enfouis en premier, puis après ça, ça monte jusqu'à après ça, les mammifères, les oiseaux, qui ont été enfouis beaucoup plus tard. Puis ça, c'est beaucoup mieux expliqué, puis ça ne touche pas au caractère parfait de Dieu. Quand il dit « Voici, tout était très bon ». Puis la question qu'on peut avoir aussi, c'est si la mort existe depuis toujours et que c'est pas une conséquence du péché, alors pourquoi Jésus est venu? Pourquoi Jésus est venu pour lutter, pour éliminer la mort, pour éliminer le péché? Si c'est là, puis Dieu s'en est servi, puis que c'était bon, ça fait partie de ce qui était très bon. Hein? Fait qu'il faut vraiment faire attention à cette notion-là, puis des fois, on peut être tenté, comme croyant, de dire, ah ben là, la parole de Dieu, il faut l'interpréter avec ce qu'on connaît de la science aujourd'hui, mais si on fait ça, on risque de entacher le caractère de Dieu même, qui est un Dieu bon, un Dieu amour, un Dieu parfait. On va ça terminer avec cette petite section-là, avec un témoin hostile. James Barr, c'est un érudit de l'hébreu de l'Université d'Oxford. Un témoin hostile parce qu'il ne croit pas à la parole de Dieu comme étant inspirée. Lui, il voit ça comme un livre académique à étudier, de la littérature. Puis voici ce qu'il dit. « Autant que je sache, il n'y a aucun professeur d'hébreu ou d'Ancien Testament dans une université de classe mondiale qui ne croit pas que le ou les auteurs de Genèse 1 à 11, parce que lui, il croit qu'il y en a peut-être plusieurs, avaient l'intention de transmettre à leurs lecteurs les idées, que la création s'est déroulée dans une série
de 6 jours qui étaient les mêmes que les jours de 24 heures que nous connaissons aujourd'hui. Fait que lui, quand on lit Genèse, là, c'est clair que qu'est-ce qui est écrit là, c'est ça que ça veut dire. Fait que si vous voulez l'interpréter autrement, vous pouvez, mais les auteurs, eux, ils voulaient parler de jours de 24 heures. B, que les figures contenues dans les généalogies de la Genèse fournissent par simple addition une chronologie depuis le début du monde jusqu'aux étapes ultérieures du récit biblique. Lui dit les chronologies sont là vraiment pour parler d'une succession de temps, un après l'autre. Et C, que le déluge de Noé était censé s'étendre à l'échelle mondiale et à éliminer toute vie humaine et animale à l'exception de celle qui se trouvait dans l'arche. Fait que si vous prenez le texte comme il est là, puis qu'est-ce qui est écrit, l'auteur, c'est ça qu'il voulait dire. Maintenant, si vous voulez faire dire d'autres choses, c'est vous autres, là, mais l'auteur, eux, les auteurs, les auteurs, parce que lui, il dit qu'il y en a peut-être plusieurs. Moi, je crois qu'il y en avait un. C'était Moïse, mais on voit qu'il parle de déluge réel. Fait que si on fait un résumé de qu'est-ce que la Bible laisse comme impression pour les gens qui vont l'apprendre et la lire, puis ils vont vouloir l'apprendre telle qu'elle est. Le mot « jour », dans son contexte, les jours de création, c'est des jours de 24 heures. Les 10 commandements rappellent ça, ou ce que Dieu lui-même a écrit. En 6 jours, j'ai créé les cieux et la terre. Le 7e, je me suis reposé. Ça ramène les mêmes choses. Les généalogies pointent une terre jeune. Jésus corrobore ça, lui aussi. Il dit au commencement, Dieu a mis l'homme et la femme là. La mort également pointe vers une conséquence du péché puis de l'homme et non pas le caractère parfait et amour de Dieu du début. Fait que c'était une conséquence et non pas dans la création du départ. Maintenant, si on regarde la Terre aujourd'hui, pourquoi qu'on a des disconnects aussi grands entre les deux théories? Hein, on va regarder la Terre, puis des gens vont dire qu'elle a 4,5 milliards d'années, puis il y en a d'autres qui vont la regarder et vont dire non, elle a 6 000 ans. Puis là, il faut garder en tête qu'il n'y a pas de chronomètre qui a été parti au début de la création, ou si vous ne croyez pas à la création, quand la Terre s'est formée de particules qui tournaient par gravité, qui se sont collées ensemble. Mais il n'y a pas eu de chronomètre qui a commencé. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? C'est des processus. C'est des processus où ce qu'on va regarder aujourd'hui, un processus qui se passe, puis on va extrapoler dans le temps, puis on va dire, voici, si on extrapole, quel âge elle a la Terre. C'est comme ça qu'on fonctionne. Fait qu'il n'y a pas de chronomètre. Ça, il ne faut pas perdre ça de vue. Le processus, je vais en regarder un en détail avec vous autres aujourd'hui. Vous allez sortir de là, vous allez être des experts. La datation radiométrique, puis je vais essayer de le simplifier le plus possible. Les gens, quand j'ai enseigné un bout au secondaire ou quand j'ai fait mes cours en sciences, ils parlaient de cette datation-là comme une méthode absolue, contrairement à des méthodes relatives. Puis là, ils disaient, voici la datation radiométrique. Avec ça, on peut savoir exactement quel âge va avoir une pierre, une roche. Okay? Ça, c'est comment ça a été présenté. Maintenant, qu'est-ce que c'est? Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, vous arrivez dans votre cuisine en faisant la fin de la réunion, puis vous voyez un verre d'eau dans le fond de l'évier qui est aux 3/4 plein, puis il y a une goutte qui tombe de temps en temps. Puis là, je vous pose la question, depuis combien de temps le verre d'eau est-il sous le robinet? Puis là, vous autres, vous êtes des investigateurs un peu à la Sherlock Holmes, puis là, vous sortez votre loupe, votre tape à mesurer, puis là, vous allez faire des observations. Vous allez mesurer la hauteur du verre. OK, fait que là, je connais la hauteur du verre, la circonférence, je connais le volume qu'il peut avoir dans mon verre. Vous allez mesurer la hauteur de l'eau, puis là, vous allez regarder comment j'ai d'eau dans le verre. Après ça, la troisième observation que vous allez faire, c'est que vous allez regarder le débit de la fuite. OK, je vais mesurer comment il y a de gouttes qui tombent à la minute, puis ça fait comment. Puis là, après ça, je vais pouvoir calculer tout ça. Puis là, je vais arriver avec une réponse, puis là, je vais dire, voici, mon verre, il est dans l'évier depuis. Mais si vous êtes honnête, vous n'allez pas pouvoir donner de réponse. Pourquoi? Hein? Parce qu'il y a beaucoup de suppositions à faire, puis on ne le sait pas, vous allez voir. Hein? Vous supposez que le verre était vide au départ, mais si vous êtes comme moi, des fois, je prends une gorgée, puis je laisse le verre là, puis il n'est pas fini. Fait que là, hop, ça, on ne peut pas le savoir. Hein? Ça, c'est une première supposition qu'on doit faire. Le verre était vide au départ. Une autre supposition qu'on va faire, c'est qu'il n'y a pas eu aucune autre source d'eau ou fuite d'eau. Hein? Peut-être qu'aujourd'hui, vous prenez votre verre, vous le laissez vide dans le fond de l'évier, mais il y a quelqu'un d'autre qui vide son verre à lui. Puis il le pitche dans l'évier, fait que ça remplit ton verre, puis après ça, il le met à côté. Ou peut-être qu'il y a une fuite. Hein? C'est un petit verre de plastique d'enfant, ça fait des années que vous l'avez, il y a un petit trou, puis là, il coule tranquillement.
Fait que ça, on ne peut pas le savoir. Fait qu'il faut le supposer. Une autre supposition qu'on fait, c'est que le débit d'eau a été constant. Là, aujourd'hui, vous regardez la goutte d'eau qui tombe à chaque minute. Mais est-ce que ça a toujours été constant? Peut-être que moi, j'ai souvent le réflexe, je finis mon verre, puis là, je ne sais pas pourquoi, je le rince. Puis là, j'ouvre le robinet au bout, là, je le rince. Et là, peut-être qu'en faisant ça, je l'ai remis là, puis là, l'eau, elle coulait, puis le robinet était ouvert à pleine champlure. Là. Hein, ça coulait. On ne peut pas le savoir. Fait qu'il y a plusieurs suppositions à faire. Maintenant, quand on parle de datation radiométrique, c'est un petit peu la même chose. Là, je vais sortir les grands mots, mais gardez en tête l'image du verre d'eau. Avec le temps, l'uranium, c'est un élément moléculaire là, qui est instable. Avec le temps, il se dégrade. Puis il va se dégrader, puis il va faire du plomb. Fait que l'uranium, avec le temps, se dégrade, il devient du plomb. La vitesse à laquelle il se dégrade, la vitesse mesurée aujourd'hui, c'est 4,5 millions d'années pour que la moitié de mon uranium devienne du plomb. Fait qu'ils appellent ça la demi-vie. Là, je vais faire un exercice pour voir si les gens y suivent. J'espère que je n'en perdrai pas trop. Ici, au départ, j'ai 16 molécules d'uranium dans mon sablier. Puis j'ai 0 molécule de plomb. Quel est l'âge de ma roche? De ma pierre? Oh, personne. Oui, elle est flambant neuve. Oui. 0 année, elle est nouvelle, elle vient de se former. Fait que j'ai de l'uranium, juste de l'uranium. Maintenant, si il y a la moitié de cet uranium-là qui se dégrade, fait qu'elle se décompose et elle devient du plomb. Tantôt, on disait que la demi-vie, c'était 4,5 millions d'années. Fait que si j'ai la moitié qui s'est dégradée, quel âge que ma pierre va avoir? 4,5. Oui, c'est bon, ça. Là, je vais juste m'assurer. Si les 8 qui restent, il y en a la moitié qui se dégrade encore. Fait que là, je vais être rendu avec juste 4 molécules d'uranium, puis je vais être rendu avec 12 molécules de plomb. Ma pierre va avoir 9. 4,5 plus 4,5, 9 millions d'années. Là, c'est là que je vais vous poigner. Si mes 4 molécules d'uranium se dégradent, se décomposent, puis deviennent 14 molécules de plomb, fait que j'en avais 4, là, il m'en reste 2, je n'ai encore divisé par 2. Je vais être rendu à combien d'années? 13,5, tout le monde est d'accord? Y a-t-il quelqu'un qui pense 18? Hein, mais la vraie réponse, c'est 13,5. Oui. À chaque fois qu'on divise par 2 l'uranium, on rajoute 4,5 millions d'années à la pierre. Fait que là, le test ultime, je serais rendu à quel âge, ma pierre? 18 millions d'années. Fait que vous voyez, c'est une question de ratio. Fait que mon ratio d'uranium sur mon ratio de plomb va donner l'âge d'une pierre. Maintenant, est-ce qu'on peut vraiment attribuer un âge basé sur un ratio d'uranium et de pierre sans faire de suppositions? Encore une fois, on a plein de suppositions qui sont faites pour une méthode qui est dite absolue. Vous vous souvenez de l'idée du verre d'eau tout à l'heure? Mais de la même manière, une des suppositions qu'on doit faire, c'est qu'au départ, il n'y avait pas de plomb. Quand la pierre s'est formée, il faut supposer qu'il n'y avait pas de plomb au départ. Est-ce qu'on peut vraiment le savoir? On peut difficilement le savoir. On n'était pas là pour le voir. On ne peut pas savoir. Ça, c'est la première supposition que les gens font quand ils font la datation radiométrique. La deuxième supposition, vous vous souvenez qu'on disait qu'il y a peut-être quelqu'un qui a remis de l'eau dans mon verre ou il y a peut-être une fuite. Mais c'est la même chose qu'on suppose. On suppose qu'il n'y a pas eu aucun ajout ou aucun retrait de plomb pendant les millions ou les milliards d'années que la pierre aurait été supposément là. Ça, c'est la deuxième supposition qu'on en fait. Mais est-ce qu'on peut vraiment le savoir? En passant, le plomb, c'est quelque chose qui peut rentrer puis qui peut incorporer ou sortir. C'est pour ça qu'on n'a pas des tuyaux en plomb, parce qu'on s'intoxiquerait, nos tuyaux de plomberie, si c'est en plomb, mais ce ne serait pas bon pour notre santé. Mais ça, c'est une des raisons. Est-ce qu'on peut vraiment savoir? Non, on ne peut pas. Surtout si les gens croient que la pierre est là depuis des millions puis des milliards d'années. Elle a subi des intempéries, cette pierre-là, selon leur théorie. On ne peut pas le savoir. Troisième supposition, c'est que le débit a été toujours constant, mais on ne sait pas si le débit d'uranium, la dégradation, elle a toujours été constante dans le temps. Est-ce qu'il y a des facteurs qui peuvent affecter cette dégradation-là pour qu'elle aille plus rapidement? On va examiner ça un petit peu plus en détail, cette datation-là. Quand l'uranium se dégrade, se décompose, elle libère des molécules d'hélium, 4 molécules d'hélium. L'hélium, là, c'est qu'est-ce qu'on sert pour gonfler des ballons? Tu sais, des ballons pour les fêtes, là, c'est un gaz très léger qui flotte, qu'on va prendre, on va avaler de l'air, puis après ça, quand on parle, là,
On parle tout aigu à cause que notre voix vibre. En tout cas, ça, c'est l'hélium. L'hélium, c'est un gaz qui diffuse très facilement. Si vous achetez des ballons comme ça, puis vous dites « Ah, c'est la fête de mon neveu ou ma nièce dans 2 mois, puis je vais acheter mes ballons tout de suite. » C'est une bonne idée? Non, hein, qu'est-ce qui va arriver? Ben, l'hélium va s'évaporer, elle va passer au travers des pores du ballon, puis il va se dégonfler. Fait que l'hélium qui est produit quand que la pierre se dégrade s'en va dans la pierre, puis on devrait être capable de le mesurer. Puis il y a des scientifiques créationnistes qui ont décidé de prendre cette tâche-là puis de mesurer ça. Puis ils ont pris des zircons qui avaient supposément 1,5 milliard d'années. C'est une petite pierre, un cristal dans le fond, qui était supposé d'avoir 1,5 milliard d'années. Puis là, ils ont dit, on va mesurer l'hélium à l'intérieur. Ça veut dire le produit de la dégradation de l'uranium vers le plomb. Fait que là, on a fait des prédictions. Les créationnistes, eux, ils croient que la pierre, le zircon, il n'y a pas 1,5 milliard d'années, mais il y a peut-être 6 000 ans et moins. Fait que là, ils ont dit, à l'intérieur, il va rester encore beaucoup d'hélium qui n'aura pas eu le temps de diffuser ou partir. Les évolutionnistes, eux, ils regardent le même zircon, ils l'avaient déjà daté, ils disent non, le zircon il est très vieux, ça veut dire qu'il ne doit quasiment plus avoir d'hélium à l'intérieur, ça s'est tout diffusé depuis le temps, il n'y en a pas beaucoup, on va avoir de la misère à en mesurer. La réalité, quand ils ont fait les analyses, ils se sont rendus compte qu'il en restait encore beaucoup à l'intérieur. Là, ça a posé la question, mais peut-être qu'on avait une mauvaise conception puis que l'hélium dans une pierre, c'est long avant de diffuser, ça prend beaucoup de temps. Là, ils ont décidé, on va le regarder, mais en termes de diffusion. Comment ça prend de temps avant que l'hélium sorte de la pierre? Quelle vitesse que ça sort? Là, on a 2 modèles ici. Le modèle évolutionniste où, là, on voit, c'est un graphique que plus que tu es bas, plus que la diffusion est lente. Puis c'est selon la température où ce que la pierre se trouve. Fait que on voit une diffusion très lente. Le modèle créationniste dit non, la pierre est jeune, donc la diffusion est quand même rapide. C'est juste que la pierre est jeune. C'est pour ça qu'il y en a encore autant. La différence entre les 2 modèles, c'est 100 000 fois. Le modèle créationniste, la diffusion est 100 000 fois plus rapide de l'hélium que le modèle évolutionniste. Puis là, ils ont mesuré en laboratoire la vitesse de diffusion de l'hélium dans un zircon. Puis qu'est-ce qu'ils ont trouvé? C'est que ça colle exactement au modèle créationniste. Fait que, on se ramasse avec un point d'interrogation. Si on regarde cette petite pierre-là, ce zircon-là qu'il avait pris, selon la méthode uranium-plomb, il y avait 1,5 milliard d'années, cette pierre-là. Mais si on regarde la méthode de diffusion par l'hélium, bien, la pierre, elle a 6 000 ans. Fait qu'on a 2 méthodes qui arrivent à des chiffres complètement différents une de l'autre. Hein? On voit ici qu'est-ce que ça semble vouloir dire. Au lieu que l'uranium se dégrade tranquillement sur une longue période de temps, il semble avoir eu un temps dans l'histoire où que l'uranium a dégradé très, très, très rapidement. Qu'est-ce qui a causé ça? Ça peut être lors de la création, quand Dieu a formé la terre. Les températures peut-être qu'il y avait là, on n'était pas là, on ne l'a pas vu. Ça peut être lors du déluge, quand il y a eu le mouvement des plaques tectoniques. Il y a plein de suppositions, mais on n'était pas là pour le voir et le mesurer, mais ça semble montrer qu'il y a un grand disconnect entre les 2 méthodes. Donc, quelle est la bonne? On va certainement prendre celle qui fait notre affaire. Pour les évolutionnistes, ils vont prendre 1,5 milliard d'années. Pour les créationnistes, on va prendre la méthode de diffusion d'hélium, 6 000 ans. Et ça reste un point pour vous à décider qu'est-ce que vous allez croire. Hein? Mais ça semble montrer qu'il y a eu un temps où l'uranium a dégradé très rapidement. Maintenant, on va prendre des exemples bien terre-à-terre de datation radiométrique pour voir est-ce que c'est vraiment absolu. Puis l'âge qu'il nous donne, c'est sûr que c'est ça. Ici, on a le mont Sainte-Hélène. Le mont Sainte-Hélène, c'est dans l'Ouest américain. Il a rentré en éruption. C'est un volcan qui a rentré en éruption en 1980. Après ça, en 82, il y avait un dôme de glace qui était là, qui a fondu, qui a fait un canyon qui est 1/40e à l'échelle du Grand Canyon, qui s'est fait en une journée. Fait qu'on peut voir que les canyons, ça se fait rapidement. Pas besoin de prendre des millions ou des milliards d'années ou une petite rivière qui creuse. En une journée, ça le fait creuser ça. Mais 6 ans plus tard, le dôme de lave s'était solidifié. Puis il y a des gens qui sont allés prendre des mesures, sont allés collecter des roches qui venaient de se faire former, de la lave qui avait fusionné, qui s'était solidifiée sur le mont en 1996. Fait que la pierre qu'il avait collectée, elle avait 10 ans. Puis là, ils ont dit, on va la dater par une méthode, la méthode qui est potassium-argon. Puis les âges qu'ils ont obtenus, c'est entre 350 000 et 2,8 millions d'années pour une pierre d'âge connu de 10 ans. Fait que, on voit que la méthode, elle ne fonctionne pas, puis on ne peut pas vraiment s'y fier. Ça, ce n'est pas anecdotique. On voit
Nouvelle-Zélande aussi, la même chose. Il y a un mont qui est rentré en éruption en 1949, 1954, puis 1975. Puis là, on voit les coulées de lave, les différentes coulées qu'il y a eu. Ils sont allés collecter des pierres partout. Il y avait environ 50 à 80 années. Quand ils les ont datées, potassium-argon, ça donnait entre 270 000 ans puis 3,5 millions d'années. Une pierre d'un âge connu. On peut savoir tout de suite en partant que cette méthode-là ne fonctionne pas. Si on pousse un peu plus loin, on va dans le Grand Canyon, dans le bas du Grand Canyon. En théorie, plus que tu es bas dans les couches géologiques, plus que c'est vieux. Dans le bas du Grand Canyon, ils ont pris 27 échantillons d'amphibolites, puis ils ont décidé de les dater par une méthode qui est potassium-argon, ces 27 échantillons-là, puis ça a donné des âges entre 405 millions d'années puis 2,6 milliards d'années. Des 27 échantillons pris dans la même couche, donc qui s'est déposé en même temps. Hein? Fait que on voit une âge très, très grande, puis une très grande variation. La différence est de 2 milliards 195 millions d'années selon leur méthode. Moi, je ne crois pas que c'est vieux comme ça, mais selon leur méthode, il y aurait une différence pour les mêmes échantillons sur les mêmes couches qui est immense. Ça ne fait juste pas de sens. Ça cause des gros problèmes. Maintenant, dans le bas du canyon, ils ont pris une autre couche qui est un basalte, une roche ignée qui s'est formée, puis on décidé de le dater avec plein de méthodes différentes. Tantôt, on voyait qu'une même méthode, si on a plusieurs échantillons, ça donne des résultats très variés. Maintenant, avec des méthodes différentes. Un potassium-argon, ça donnait cette pierre-là, supposément 516 millions d'années. Si on prenait la méthode rubidium-strontium, ça donnait entre 892 puis 1111 millions d'années, supposément. La méthode samarium puis néodyne, là, on est rendu à 1588 milliards d'années. Puis là, on voit les différentes méthodes. La différence entre les différentes méthodes, c'est de 1 milliard 72 millions d'années pour une même pierre à la même place. Fait que quelle méthode est la bonne? Hein? C'est laquelle qu'il faut prendre quand on a une différence aussi grande? Hein? On voit le problème qu'il peut avoir là. Puis ça, c'est juste quelques exemples. Il y en a plein. Il y a des disconnects comme ça, plusieurs disconnects qui est trouvé. Parce que, pourquoi ça? Parce qu'il faut faire des suppositions. Quand on fait de la datation, ce n'est pas une datation, ce n'est pas vrai que c'est absolu. Qu'est-ce qui est absolu, là? C'est la quantité, mettons, d'uranium ou de plomb qu'ils mesurent. Ils sont capables de mesurer précisément, mais mesurer ça, ce n'est pas mesurer un âge. L'âge, c'est l'interprétation que tu vas en faire, hein? Puis qu'est-ce que tu vas supposer. Fait que les méthodes de radiométrique, il y a beaucoup de suppositions. Il y a des erreurs pour des âges connus. On ne peut pas s'y fier quand on connaît l'âge. Hein? On ne peut pas s'y fier non plus parce qu'une même méthode peut donner des grandes, grandes différences. Puis les différentes méthodes pour une même pierre, des mêmes échantillons, donnent aussi des grandes, grandes différences. Fait que la question que je vous laisse, c'est est-ce qu'on peut se fier à la méthode de datation radiométrique? Ben, moi, je ne m'y fie pas. Alors, mais par contre, je peux me fier à la parole de Dieu. Lui, il était un témoin oculaire, il était là quand ça s'est passé. Si on poursuit, de quoi plus simple un peu, les dinosaures. Les dinosaures, selon la théorie de l'évolution, ont disparu il y a 65 millions d'années. Fait que c'est des grosses bêtes qui existaient parmi nous, qui ont disparu il y a 65 millions d'années. Là, je pourrais parler de plein de choses des dinosaures, je vais me contenter de une. C'est les tissus mous à l'intérieur des dinosaures. Dans la fin des années 80, ils ont commencé à découvrir, puis il y a une des scientifiques qui s'appelle Mary Schweitzer, qui a découvert des tissus mous dans des os de dinosaures. C'était un fémur de Tyrannosaure Rex. Puis là, quand ils l'ont excavé, ils l'ont sorti dans leur fouille, ils l'ont même coupé pour le transporter, puis ça avait une odeur de décomposition. Puis quand elle est arrivée au laboratoire, elle a fouillé à l'intérieur, puis elle a trouvé comme ça des tissus mous sur un os qui était supposément vieux de 68 millions d'années. Puis là, quand elle a voulu publier ça dans les journaux scientifiques de l'époque, ils ont dit non, tu t'es trompé, refais tes devoirs, ça ne fonctionne pas, c'est impossible. Ça a pris plusieurs années, pratiquement une dizaine d'années avant qu'elle ait le droit de publier, parce que ça ne fonctionne pas. Hein. Ces os-là, il n'est plus supposé avoir de globules rouges à l'intérieur de tissu élastique ou de chair. Et ça, c'est des découvertes qu'il y en a, puis il y en a de plus en plus de ça. Je vais vous le montrer un petit peu tantôt, mais il y a différents types de molécules même qui ont été trouvées. Pourquoi ce n'est pas publicisé plus que ça, vous pensez?
pourquoi à l'école, entre autres, dans nos livres scolaires, les jeunes n'entendent pas parler de ça? Pourquoi que c'est pas à l'émission Découverte aujourd'hui, là, puis parce qu'il n'y a pas de raison. Ils n'ont pas encore trouvé une bonne raison pour expliquer comment des globules rouges pourraient survivre aussi longtemps, ou comment la chair ou des molécules élastiques pourraient survivre aussi longtemps. C'est pour ça qu'on n'entend pas parler. Il y a un scientifique créationniste qui a fait encore des études, puis il s'est servi de la corne d'un tricératops. Le tricératops, là, à l'intérieur de la corne, comme une corne d'un bœuf ou d'un taureau, hein, c'est vivant, il y a de la moelle dans ça. Puis là, quand il a fouillé, il a trouvé encore des cellules nerveuses, un axiome d'une cellule nerveuse. Ça, c'est très, très fragile. Ça se décompose très rapidement, puis il a trouvé ça. Puis à l'intérieur de la corne, là, ici, je vais vous faire passer une petite vidéo. Ça, c'est le tissu de la corne. Puis là, ils l'ont mis dans juste de l'eau. Ils n'ont même pas mis dans... Souvent, ils le mettent dans une solution d'acide un petit peu pour enlever le calcium qu'il peut avoir. Ils n'ont même pas eu besoin de faire ça. Là, c'était une solution saline. Puis, ils ont comme juste enlevé des couches minces de ces tissus-là. Puis, vous allez voir une corne de tricératops, qui celle-là est supposée avoir 65 millions d'années. Ça, c'était à l'intérieur de la corne. C'est le collagène qui fait que c'est élastique comme ça. C'est ça qu'on a aussi notre peau. C'est ça quand on vieillit, qui devient moins souple. Mais vous avez vu comment ils pouvaient l'étirer pratiquement du double de la grandeur d'un bord ou de l'autre. Moi, je conseillerais aux gens d'étudier ce collagène-là, puis ceux qui veulent des chirurgies plastiques, d'utiliser celui-là. Parce qu'après 65 millions d'années, c'est encore très élastique. Fait que vous allez pouvoir vous conserver très longtemps. Hein? Est-ce que c'est anecdotique, ça? Est-ce que c'est arrivé une fois, on a trouvé un, mais on n'en trouve pas? Ça, c'est une liste que j'avais trouvée en 2021 de toutes les revues scientifiques où il y avait eu des gens qui avaient publié pour parler de ça, de tissus mous, de différents types de cellules qu'ils avaient trouvés. Il y a 16 types différents de tissus qui ont été trouvés. Tu as des ostéocytes, la chitine, collagène, kératine, tu as de l'élastine. Tu as aussi encore des bouts de chromosomes, un petit peu à la Jurassic Park, là, qui se servent pour recréer des dinosaures. Ils ont retrouvé des bouts de chromosomes. Aussi des pigments de couleur qui étaient encore là, qui devraient être dégradés. Puis ça, c'est jusqu'en 2021. Il était rendu à 116 dans sa liste, le monsieur. Fait que c'est pas anecdotique, c'est dans les revues scientifiques qui pointues, mais on n'entend pas parler. Puis monsieur, madame, tout le monde n'entend pas parler parce qu'il n'y a pas de bonne raison pourquoi que ça peut toffer aussi longtemps que ça, ces molécules-là, dans les gens. Par rapport aux dinosaures aussi, on a fait dater de l'association Création-Sciences. On a pris un os d'un hadrosaure qu'on avait, puis on a envoyé un échantillon de cet os-là dans un laboratoire avec un faux nom, avec des fausses raisons, parce que sinon, ils ne veulent pas la dater. Hein? Parce qu'ils disent, on ne date pas ça, c'est trop vieux, il n'y aura pas de carbone à l'intérieur. Le carbone 14, ça aussi, c'est un élément radioactif, mais après 100 000 ans, on n'est plus supposé d'en voir. Fait que là, supposément, 100 000 ans. Fait que là, on a envoyé. Là, c'était supposé d'être un hadrosaure de 65 millions d'années, supposé. Quand ils sont revenus avec les résultats, ils nous ont dit que cet os-là avait 32 770 ans. Moi, je ne crois pas qu'il y avait cet âge-là. Je pense qu'il y a des erreurs dans les méthodes de datation, mais quand même, c'est loin de 65 millions d'années où, en théorie, il aurait dû détecter rien. Il aurait dû nous dire, on ne détecte rien. Et ce n'est pas ça qui est arrivé. Là, le temps file. Fait que je vais vous montrer plusieurs processus en rafale. Hein. Quand je parlais tantôt, il n'y a pas de chronomètre pour montrer que la Terre est jeune, mais c'est plutôt on mesure des processus à la vitesse actuelle, puis on suppose que ça a été ça dans le temps. Puis on fait fi qu'il y a eu une création, on fait fi qu'il y a eu un déluge mondial, puis on dit non, ça s'est fait toujours, tout a été toujours pareil dans le temps. Puis on va voir différents processus. Je ne vais pas passer beaucoup de temps pour les expliquer. Le champ magnétique de la Terre, le Soleil nous envoie des vents solaires avec beaucoup de particules, puis ils bombardent la Terre. Mais notre Terre, elle a un pôle magnétique qui fait un champ autour, qui est comme un bouclier de protection qui fait dévier les particules. Puis c'est ça qui fait les aurores boréales, proches des pôles, c'est si beau. Hein, c'est notre champ magnétique. Mais notre champ magnétique, il décroît très rapidement. Fait que si on fait le chemin inverse, ça voudrait dire que là, quelques centaines de milliers d'années, je ne crois pas que c'est vu comme ça, le champ magnétique aurait tellement été fort que la pierre aurait été en fusion. Il n'y aurait pas eu de continent, il n'y aurait pas eu rien. Fait que ça, c'est le champ magnétique à la vitesse de décroissance aujourd'hui. Ça pointe vers une Terre beaucoup plus récente. Des strates pliées, celle-là, c'est drôle. On voit,
Ça fait un zigzag, de la roche pliée en zigzag. Puis on voit les couches. En théorie, chaque couche se sont déposées une par-dessus l'autre successivement sur des milliers, des millions d'années. Mais là, on voit que ces couches-là sont pliées. Est-ce que vous êtes capable de plier de la roche, vous autres? On ne peut pas plier de la roche à casse, hein? Mais ça, ces exemples-là, il y en a sur tout le tour du globe, et pas juste à une place en particulier. Ce que ça semble démontrer, c'est que les sédiments se sont déposés rapidement, puis pendant qu'ils étaient encore mous et malléables, là, il y a eu des mouvements tectoniques qui les ont pliés. Hein? Puis ça pointe vers une terre récente et non pas une accumulation avec le temps. Sinon, on verrait des fractures à chaque point de compression ou de tension de la roche. Mais on ne voit pas ces fractures-là. On a des fossiles polystrates, ici c'est des arbres qui traversent plusieurs couches qui se sont supposément déposées sur des centaines de milliers d'années, puis là on a un arbre un jour qui passe au travers de tout ça. Est-ce que l'arbre a poussé pendant des millions d'années, ou bien les couches se sont déposées rapidement proche de l'arbre, là, ça s'est fossilisé comme ça autour. Ça semble pointer, les fossiles polystrates, vers une terre beaucoup plus jeune. On a des choses qu'on appelle des fossiles vivants, où on trouve des fossiles dans la couche fossile. Puis là, on voit le fossile, on peut regarder, mettons, le poisson qui est là, c'est un coélacanthe. Puis on l'a retrouvé dans les couches supposément de 65 millions d'années, en même temps que les dinosaures. Puis après ça, on n'a plus revu pendant tout le reste de l'histoire jusqu'à aujourd'hui, où ce qu'on en voit est exactement pareil. Fait qu'ils appellent ça un fossile vivant. Comment ça se fait que le coélacanthe ne s'est pas refait prendre depuis 65 millions d'années et on n'en voit pas ailleurs? Il est comme réapparu tout d'un coup. Mais ça, il y en a beaucoup de ces fossiles-là. La limule, c'en est un. Le pin de Wollemi, c'en est un. Ils ont supposément des millions d'années. On les voit dans le registre fossile. Après ça, ils disparaissent. On n'en voit plus pantoute dans le registre fossile. Puis tout d'un coup, pouf, on les voit, ils existent aujourd'hui tels qu'ils sont, sans changement. Ça aussi, ça semble pointer vers une terre jeune. L'érosion des continents, aujourd'hui, à la vitesse que les continents s'érodent, ceux qui ont un chalet sur le bord de l'eau peuvent le savoir, hein? L'eau elle gruge, puis un jour, le chalet disparaît. On voit les images comme ça. Mais présentement, à la vitesse que les choses s'érodent, là, à la vitesse d'aujourd'hui, ça l'érode de 6 cm, 2,5 pouces par 1000 ans. Puis là, vous allez dire, ben, c'est pas beaucoup, ça. Mais si on met ça à l'échelle de milliards d'années, nos continents sont supposément vieux de 3 milliards d'années selon la théorie évolutive, mais il ne devrait plus y avoir de continents. Il aurait dû tout être érodé puis plus exister. Pourtant, ils sont encore là aujourd'hui. Fait que ça en est un autre point qui pointe vers une terre jeune. Les sédiments dans le fond des océans, aujourd'hui, à la vitesse d'aujourd'hui, il y a 20 milliards de tonnes qui s'accumulent dans le fond des océans. Il y en a juste 1 milliard qui est recyclé dans les mouvements tectoniques. Fait qu'il y a des sédiments qui s'accumulent. Si les océans sont si vieilles qu'ils nous disent, bien, il devrait y avoir 250 fois plus de sédiments qu'il y en a, puis ce n'est pas le cas. On a des gaps de millions d'années. Ici, on a un gap entre le grès de Coconino, qui est celui d'en haut, puis le schisme de l'Hermite, qui est en bas de 6 millions d'années, où ce que tu pourrais mettre une feuille de papier. En théorie, il y a 6 millions d'années entre ces deux couches de pierre-là. Puis c'est comme si pendant 6 millions d'années, il n'y aurait pas eu d'érosion, il n'y aurait pas eu de vent, pas d'eau, pas de pluie, pas rien, pas de plantes qui poussent. Puis l'autre couche se serait déposée par-dessus, toute beau, toute plate. Mais ça, des gaps comme ça, il y en a tout le tour de la planète. Dans le Grand Canyon, il y en a au moins à 3 places différentes que tu vois des gaps comme ça de millions d'années. Mais qu'est-ce que ça semble montrer? Ça semble montrer plutôt des couches qui se sont déposées rapidement, une par-dessus l'autre. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu le temps d'avoir l'érosion. Le sel dans les océans. Aujourd'hui, l'eau dans l'océan est salée. Si vous prenez une gorgée, vous allez trouver que c'est salé. Si, à la vitesse que le sel rentre dans l'océan et que les océans deviennent de plus en plus salés, si on fait le chemin, on compte à rebours, bien, un jour, il y avait de l'eau, c'était de l'eau douce dans les océans. Mais à la vitesse que le sel rentre dedans, les océans ne pourraient pas avoir plus que 62 millions d'années. Moi, je crois qu'ils sont beaucoup plus jeunes que ça. Puis qu'est-ce qui fait qu'il y a beaucoup de sel dans l'eau? C'est qu'il y a eu un déluge global un jour. Ça a amené beaucoup de sel dans l'eau. Mais quand même, hein, ils ne peuvent pas avoir plus que 62 millions d'années. Puis la théorie évolutive les amène à 3 milliards d'années. Fait qu'il y a un gros disconnect. Ça semble pointer vers une Terre beaucoup plus récente. On retrouve du carbone dans des 14 qui devraient plus être retrouvés dans du charbon ou même dans des diamants. Les diamants, c'est la pierre la plus dure qui existe. Fait qu'il ne peut pas avoir eu d'infiltration ou retrait ou ajout. Là. C'est vraiment pur. Puis on en retrouve, puis ça ne devrait pas exister. Ça, c'en est un autre point.
Je vais finir avec un commentaire d'un géologiste qui, un jour, lui, c'est un géologiste évolutionniste. Là, il ne croit pas à la création. Et voici ce qu'il dit dans son livre. Nous avons permis notre propre lavage de cerveau en évitant toute interprétation du passé qui implique des processus extrêmes qu'on pourrait appeler des catastrophes. Et qu'est-ce qu'il est après dire? C'est que tout ce qu'on voit, là, on a voulu l'interpréter avec ce que je vois là présentement. Puis on a enlevé toute possibilité de catastrophe. Puis les catastrophes expliquent beaucoup mieux les couches géologiques qui se déposent, la fossilisation. Ça explique beaucoup mieux les couches qui se splient une par-dessus l'autre. Puis une des choses qui explique beaucoup mieux tout ça, c'est le déluge, la plus grande catastrophe qu'il n'y a pas pu avoir. Quand je parlais au début que ma plus belle évidence que la Terre est jeune, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Je veux fermer la boucle, qu'on croit à l'évolution ou que l'être humain est le processus d'une longue période de temps ou de changement. Ça va rester une croyance sur des choses qu'on ne peut pas mesurer ou vérifier. On n'était pas là, on ne l'a pas vu. Par contre, qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole? Lui était un témoin oculaire. On dit que Dieu ne peut pas mentir, puis on voit que qu'est-ce qu'il a dit semble vraiment être interprété de la manière qu'il a dit. Mais ça nous amène à dire, bien, la Terre est beaucoup plus jeune qu'on peut penser, ou ce que les gens vont dire. Hein? Ça va toujours rester une question de foi. Hein? Dans Hébreux 11.3, ça dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est sa parole, sa puissance. Dieu a dit, la chose arrive. Hein, c'est ce qui se passe. Hein? Qu'est-ce que l'auteur continue et il dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur, celui qui va payer, récompenser ceux qui le cherchent. » Tantôt, on avait Jacob qui a lutté avec Dieu. Cherchez l'Éternel, cherchez le Seigneur. Vous allez le trouver, vous allez trouver Jésus-Christ. Dans Jean 1, ça dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La parole a été faite chair. C'est Jésus-Christ qui est le Créateur. Fait que si vous cherchez Dieu, vous allez trouver Jésus-Christ, vous allez trouver le Créateur. C'est par la foi en son nom que vous allez pouvoir être agréable, pas par vos œuvres, pas parce que vous allez avoir été une bonne personne, mais bien parce que vous allez avoir fait confiance en lui, en l'œuvre de Jésus-Christ pour vous à la croix. Puis ça, on le trouve où? Dans sa parole. Puis c'est pour ça que c'est important, ce que la parole dit quand on parle de l'âge de la terre. Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question d'autorité, l'autorité biblique. J'aimerais ça terminer par un mot de prière. Père Céleste, merci pour ta grandeur, ta toute-puissance, ta sagesse infinie, toi qui as créé les cieux et la terre, qui as fixé toutes les lois de la physique pour que les choses puissent vivre et fonctionner comme là aujourd'hui, que tu as placé l'homme avec la conscience, Seigneur, conscience qu'il existe quelqu'un qui est plus grand que lui, Seigneur. Et tu as dit dans l'Ecclésiaste qu'on a tous en nous cette pensée-là de l'éternité, Seigneur. Et je te prie que c'est des gens qui ne t'ont pas connu encore aujourd'hui, qui te cherchent. Mets en leur cœur, Seigneur, par ton esprit, le désir de te connaître, qu'ils puissent te trouver, Seigneur, au travers de ce que tu as fait, et surtout qu'ils trouvent Jésus-Christ, Seigneur, qu'est-ce que lui a fait pour nous. Dieu, le Créateur, qui a sauté dans la création en personne pour porter le poids des péchés des gens qui ne pouvaient pas le faire par eux-mêmes, pour donner la vie éternelle à ceux qui se tourneraient vers lui. Et merci pour ce beau message de l'Évangile qu'on a dans ta parole. L'impression de Jésus qu'on veut te prier. Amen.